Bonjour Samuel Etienne, c'est la première fois qu'on se voit, pas du tout. Oui, on se connaît un peu. Bienvenue dans ce Constance. magnifique cybercafé, Oui. lieu qui te rappelle ton enfance, j'imagine. Parce que je suis breton et je passais ma vie dans les cafés à boire des coups, c'est ça que vous êtes en train de dire? Exactement. Ok. Je pense que tu peux me tutoyer. Les poncifs directs. Écoute, Ami breton, je ne suis pas complice de ça. Hein. J'ai dit cybercafé, hein. J'ai pas dit bar à bière. Je vais te demander d'abord, est-ce que tu te souviens, Sam, de ta toute première connexion Internet? La première fois que tu es allé sur le World Wide Web. Alors attends, il y a eu un before que nous on appelait à l'époque, tu n'as pas connu ça Constance, le Minitel. Mais si, j'ai connu ça. Tu es trop jeune. Non mais si, j'ai connu ça. Ok. Bien sûr. Moi j'étais, je sais pas, début de l'adolescence, où je dois avoir, je sais pas, 8-9 ans, c'était une révolution dans les foyers. Et tu sais, c'est un ancêtre du Minitel. Tu avais un terminal à la maison. À l'époque, le seul écran qu'il y avait dans la maison, c'était les télés, tu vois. Puis à l'époque, on venait de découvrir la couleur, tu vois. Et puis je crois qu'il y avait 3 chaînes. Et sortir de la guerre. Oui, la première, 14-18. Et cet écran arrive à la maison et subitement, il y a un autre contenu qui arrive, voilà, avec des lignes qui s'affichent tout doucement. C'est un terminal télématique, c'était une révolution. Et quelque part, c'était le premier Internet. Bon, comme d'habitude, les Français, on avait inventé le truc avant. Nous, on en a fait un annuaire et après, les Américains en ont fait Internet. Mais pour répondre à ta question, je me rappelle notamment, à l'époque, il y avait un fournisseur d'accès qui s'appelait AOL, fournisseur d'accès. Et donc, tu recevais un CD-ROM que tu mettais sur ton ordinateur, tu téléchargeais, et après, tu avais la connexion AOL, et il y avait un petit bruit qui faisait pip, pip, la connexion, quoi. Et puis quand tu recevais un mail, tu avais une voix qui faisait « You've got a mail ». Et tu faisais quoi sur Internet quand tu as eu Internet chez toi? Ouais. Tu faisais quoi? Et t'avais quel âge à l'époque, Sam? Waouh, c'est tard. C'est super tard. Je découvre Internet. Internet arrive en France, je suis journaliste déjà. Je suis jeune journaliste. Ah ouais. Tu vois, je vais même te dire, je me rappelle une radio, on allait consulter les dépêches AFP sur Minitel. Les dépêches AFP, si tu peux dire. Alors, les dépêches AFP, c'est l'agence France Presse. Donc, c'est un grand organe de presse qui produit de l'information brute, plutôt de qualité, à destination des médias. Un média ne peut pas forcément avoir des correspondants partout en France et dans le monde. L'AFP, si, parce que c'est une énorme rédaction. Et donc, l'AFP couvre plein de pays, plein de sujets, et propose des articles un peu bruts aux médias qui, après, vont pouvoir les transformer et faire des articles. Et donc, tu fais partie de cette équipe qui recevait les dépêches dans des tubes. Mais c'est encore mieux que ça. Mon premier stage en presse qui était à Globe Hebdo, qui était un hebdomadaire un peu politique. L'AFP, c'était quoi? C'était une grosse machine à imprimer, une grosse imprimante au milieu de la rédaction, qui toute la journée crachait en continu des dépêches, tu vois, mais pas des pages A4, tu vois, qui tombaient comme ça. Et il y avait un gars, donc le stagiaire, qui les coupait et qui rangeait International, France, Société, Sport, et après qui distribuait au service, quoi. Donc ça a dû être une révolution au boulot. Internet. Ouais. Pour les journalistes, c'était incroyable. Subitement, tu pouvais rechercher une information, vérifier une information, regarder différentes sources. Les jeunes journalistes d'aujourd'hui n'imaginent pas comment on travaillait, quoi. Et le Minitel, quand tu as eu le Minitel chez toi, tu faisais quoi avec? Le téléphone rose, comme d'habitude. On était ados, donc avec le truc qui nous intéresse plus avec les copains. Je me rappelle entre tu vois, à la pause du midi, on branchait le Minitel et il y a toujours un copain qui avait un code ou une adresse, tu vois, tu trouvais ça sous le manteau un peu, et t'étais là à attendre que ligne par ligne, ça durait 2 heures, qu'il y ait une fille en maillot de bain qui s'affiche, quoi. Oh non, mais c'est hilarant. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'à un moment, si tu veux, ça c'était les premières semaines du Minitel, et un jour les parents reçoivent la note de téléphone. Et ça coûtait une blinde. Et quand les parents reçoivent la première note de téléphone avec la consommation Minitel et qui voit, je sais pas, genre 300-400 francs de l'époque qui s'affichent, c'est-à-dire, je sais pas, 1000% de la note habituelle, t'entends un cri au loin. Un cri guttural. Ouais, qu'est-ce que c'est? Et là, t'arrêtes le Minitel. Ton premier ordi, tu t'en souviens ou pas? Oui, un Commodore 64. Il faut me décrire, me regarde pas comme si je savais ce que c'était, parce que je ne sais Non, pas. mais c'est des images fortes. Surtout maintenant, parce qu'en fait, à la fin des années 80, on va dire 85-86,
peu avant, moi j'ai découvert les premières consoles de jeux, les Atari, consoles Atari, ColecoVision, tout ça. Donc à l'époque, c'est des gros pixels qui se baladent sur la télé. Mais déjà, c'est une révolution, parce que la télé jusque-là, c'était juste TF1, Antenne 2, FR3, et tu choisis rien, et là, subitement, la télé devient un support de jeu. Alors, c'est des énormes pixels, mais c'est une révolution. Et puis après, arrivent les premiers ordinateurs personnels, les PC, et je me rappelle d'un Commodore 64 où tu chargeais les jeux avec des cassettes audio. Mon Dieu. C'était des cassettes audio, les cassettes avec des bandes, là, tu mettais, t'appuies, tu faisais play, la petite musique, et au bout d'une demi-heure, tu avais un jeu qui apparaissait et tu jouais. Et c'était quoi comme jeu? Oh, c'était des jeux encore avec des gros pixels, hein. C'était des jeux dans l'espace ou les extraterrestres. Et, attends, t'avais quel âge quand t'as eu Là, on est sur du 15 ans, je pense. Ah ouais, et tes parents, ils sont OK avec le fait que t'aies un ordi? Parce que ça coûtait cher quand même, dans les foyers des Français, il n'y en avait pas forcément. Ça allait, et puis j'avais compris à l'époque surtout que si je travaillais bien à l'école, ben, on me laissait à peu près faire mes trucs. Écoutez ça, c'est très important. Travaillez bien à non, l'école. c'est vrai. Pour avoir un dragon de Komodo. Mais mes parents me laissaient faire à peu près tout ce que je voulais, c'est-à-dire n'importe quoi, du moment que et notamment quand je découvre la fête, à peu près à cette époque-là, vers 15 ans, quand je découvre la fête, les soirées, les discothèques. Le Macumba, finalement. Le Mac 2, les fleurs du mal, l'espace. Ça fait le mur en troisième. En troisième au collège, ça fait le mur 3 fois par semaine, Constance, pour aller. J'étais le plus jeune de la boîte et ça allait en cours le lendemain. Et ça avait des bonnes notes. Et donc, du coup, mes parents voyaient à peu près le truc, mais bon, ils disaient après, ça va. Et console de jeu, la première, c'était l'Atari? L'Atari. Et premier jeu sur l'Atari? Premier souvenir d'Atari? En fait, l'Atari était livré avec des jeux de base. Tu sais. Avant que tu achètes ton premier jeu, tu avais des espèces de jeux de base, genre avec une cartouche qui avait 12 jeux, un truc comme ça. Et c'était des batailles de chars. Mais encore une fois, quand on dit chars, c'est un tas de pixels, batailles d'avions et des choses comme ça. Il y avait Pac-Man qui a dû arriver assez vite. Mais ce qui est drôle, c'est que là, je suis devenu gamer sur le tard, grâce à Twitch, on va dire depuis 5 ans. Mais j'étais gamer à la fin des années 80. Au tout début. Et c'était t'étais le seul à avoir une console dans ta bande de potes ou... Non, c'était super... C'était répandu. On était super hypés par ça à l'époque. Et pourtant, les jeux, je te dis, c'était pas fou. Et vous vous retrouviez dans les chambres. La console était-elle dans la chambre? La console était dans le salon. Dans le salon, parce qu'il y avait la télé. Près de la télé. Et oui. Et donc les potes venaient jouer chez toi? Ouais. Mais c'était... Mais je crois qu'on jouait... le jeu à plusieurs était un peu limité. Il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas d'internet. Donc quand on jouait, c'est qu'on jouait à 2. Il y avait 2 manettes sur le jeu et donc le pote venait. Mais c'était plutôt chacun de son côté, je crois. Est-ce qu'il y a un objet, quand tu étais ado, un objet technologique que tu voulais absolument et qui était beaucoup trop cher ou que tes parents ne voulaient pas t'acheter? En fait, pas trop. Parce que moi, par exemple, je n'avais pas le droit aux consoles. J'ai pas le droit à la Nintendo DS. Parce que c'était trop cher? Non, parce que c'était américain. J'ai été élevée par des communistes du Goulag. T'étais genre sur le plateau du Larzac ou... Non, mais quasi. Mais j'avais pas le droit à Nintendo, par exemple. Et c'était horrible. Non, là-dessus, encore une fois, tu vois, quand les résultats scolaires étaient là, c'était cool. Donc il n'y a rien, t'as eu le Walkman? Alors justement, j'allais t'en parler. Le premier Walkman, le Sony. Il a dit Walkman. Le Walkman. Le Sony bleu et gris métal, avec des écouteurs. Les mousses, elles étaient oranges. C'était les premiers. Wow. Mais la révolution, quoi. Et je me rappelle des articles de l'époque. Il disait que ça allait abrutir les jeunes, etc. En disant, mais alors, voilà, regardez ces jeunes dans la rue, coupés. Ils se renferment sur eux-mêmes. Ils se renferment sur eux. Donc c'était éternel débat. Et donc c'était la musique, c'était le Walkman qui allait rendre les jeunes totalement asociaux. Et puis après, il y a eu la même chose avec le jeu vidéo, tu sais. Oui, bah oui, et encore c'était une maintenant. Révolution, subitement, t'emmenais la musique dans la rue. T'écoutais quoi? Parce que pareil, tu pouvais pas écouter tout ce que tu voulais, il fallait acheter... non, là c'était pareil, j'étais assez... Et puis moi je travaillais un petit peu... Je parle du fait que maintenant, tu veux écouter un artiste, tu vas l'écouter en streaming. Là, il fait dans les magasins de disques. Voilà. Pas de cassettes. Les disquaires. Et c'était quoi ta musique un peu? Moi j'aimais bien la New Wave à l'époque. Tu vois. Si vieux. Donc, ouais. Ah oui, New Wave. Mais j'étais New Wave. C'est vrai? J'étais... Donc la New Wave, c'est, par exemple, on peut dire... Par exemple, à l'époque, il y avait New Order, Cure, des groupes comme ça. Donc tu avais un peu genre les cheveux longs, du make-up. Alors, pas jusque-là, tu vois, parce que là, mes parents auraient dit stop. Ouais. J'ai eu une période où j'avais un pantalon noir, des chaussures noires, un grand manteau noir. C'était Black Bloc, en fait. Waouh. Un peu dark, tu vois. Et après, c'était juste après ma période de Michael Jackson.
Parce que à un moment, j'ai eu le blouson de Michael Jackson quand même. Ah ouais, d'accord. Dans Thriller, rouge, avec des pièces de cuir. J'ai eu ça, je suis allé à l'école avec ça. Et les meufs, elles kiffaient Foreign? Non, pas trop, non. Ouais, t'avais du succès avec les filles? Pas là. Mais maintenant, les gars, ça y va. Non, mais pas au moment où on parle, mais à partir de... Tu vois, à partir de 15-16 ans, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. À tout ça. Et je me suis beaucoup investi sur le sujet. Et oui, j'ai eu mon petit succès. Par rapport à l'investissement, fallait, le retour sur investissement était nécessaire. Je tenais beaucoup quand même. Hein. Je passais ma nuit en soirée quand même à l'époque. Je passais toutes mes nuits en soirée. Je te dis, je sortais 3 fois par semaine à 15 ans. C'est dingue quand même. Ouais. Tout ça, c'est la photo jeu vidéo. Hein. Attention. Non. Non, pas du tout. Au Minitel. Au Minitel. Et ces femmes en maillot de bain pixelisé qui entêtent tes nuits. Ton premier téléphone portable, tu t'en souviens? Super tard. Ouais. Après tout le monde. Quand alors? Bah je sais pas. Enfin, je vais iTélé, ancêtre de CNews. Donc la chaîne d'info de Canal+, avant que ce soit racheté par un milliardaire là, qu'on adore. Et que ça parte un peu par là. Et donc il y a eu une chaîne qui s'appelait iTélé, qui était la chaîne d'info de Canal+. Et donc le portable arrive, je pense, moi je commence à travailler, tu vas tellement rire, je commence à travailler en 1995 à peu près. Et donc j'ai plus trop les dates en tête, mais je pense que le portable commence à arriver en France dans ces années-là. À un moment, au début, le premier, c'est la valise. Ah oui. Ouais. Mon papa, il avait ça, la valise. Mais dans la voiture, non? Souvent. Ouais, c'est ça. Et tu pouvais la mettre dans la voiture. Radiocom 2000 ne quittait pas. Quand tu appelais un coup de fil, ça mettait en relation avec quelqu'un. Et donc, Radiocom 2000 ne quittait pas. Et donc, tu avais la valise. Et puis après, donc, je vois ça comme ça. T'es vraiment un musée, en fait. Bah, j'ai eu 1000 vies. J'ai eu 1000 vies. Et après, le téléphone portable arrive, il se démocratise, etc. Et bizarrement, moi, je fais un rejet, je fais un blocage. Et je dis, mais moi, je veux pas être joignable, en fait. Je veux pas, vraiment un truc je veux pas être joignable. Je veux pas qu'on m'appelle. Tu voulais aller à tes rendez-vous, on te disait rendez-vous à telle heure, oui. Pas de retard toléré. Comme avant, tu vois. On s'appelle avec le fixe. Voilà, bon, bah, dans 15 jours, on se retrouve à 17h. Là, il y a quand même une époque où on faisait comme ça. Oui. Et quand tu arrivais et que l'autre avait oublié ou était en retard, tu étais tout seul au rendez-vous. Et tu n'avais pas le SMS pour voir ce qui se passait. Et donc, j'ai fait de la résistance pendant des années. Et on t'a déjà posé un lapin dans ce genre-là? T'as déjà attendu comme un débile? Non, mais je me rappelle d'un souvenir d'ado trop mignon où tu vois, c'est les premiers émois amoureux. Je sais pas, je crois que je rencontre une fille en soirée, en boîte, je suis tout jeune, et on se donne rendez-vous au... Toi, t'étais fou de clubbing, en fait. Ah, moi, j'étais un clubbeur, moi. Non, mais mais j'étais un clubbeur. Très bien, non, mais cette info est merveilleuse. Mais je quittais le domicile familial à minuit, le jeudi ou le vendredi. J'étais le seul qui habitait au rez-de-chaussée, la maison avait un jardin, et donc qu'il pleuve, qu'il vente, on était en Bretagne, donc il pleuvait tout le temps en vrai. Et donc je sortais en chaussettes dehors, où je poussais ma mobilette pour pas faire de bruit dans la rue. Tu veux dire ta mob? En fait, j'avais une petite moto en fait, j'avais une 50 cm3. Oh, je peux te dire qu'avec ça... J'en ai pas pécho des meufs. Et ouais, je faisais le mur avec ma petite mobilette. Et donc, rendez-vous avec. Donc, je rencontre une jeune fille, on se parle, tout ça. Et on se donne rendez-vous dans le. C'était même pas un McDo, c'était le resto de hamburgers de Rennes qui avait un nom. Je sais pas pourquoi, j'ai un nom en tête, c'est Cathy's Burger, ça doit pas être ça. Et donc, on se donne rendez-vous et la fille vient pas. Ça me brise le cœur. Et là, je suis avec mon cheeseburger, tu vois. Un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, et je suis tout seul. Et donc, C'est à cause de la veste Michael Jackson? Non, je sais pas, non, c'était... Et je sors sur le trottoir et je vois la fille qui m'attendait depuis 1 heure, mais elle n'était pas au bon étage. Oh non. Et alors, t'as conclu? Pardon. Ben non, je sais pas... Non, parce qu'après on s'est vu en vrai, parce que souvent quand on se rencontre en soirée, en discothèque c'est un peu sombre. Ouais. Et là on s'est vu, on s'est dit à bientôt. Oh non, c'est horrible. Mais c'était ma première attente comme ça, ça avait été douloureux. Un peu comme un date Tinder quand on y pense. Je sais pas, parce que moi je connais pas ça. Non mais tu vois, le fait d'être déçu par quelqu'un que t'as vu en ligne, finalement c'est un peu pareil qu'à l'époque. Ça je connais pas. Moi, comme vous dites les jeunes, là le swipe. Le swipe, ça je n'ai pas. Refais le swipe. Ah, c'est magnifique. Sam, tu m'as dit lors d'une interview que t'avais vécu au Japon. 2 ans. 2 ans. Justement, Japon, on a une vision très tech et très jeu, quoi. Oui. Est-ce que ça t'avait marqué à l'époque? Alors moi, je suis en pleine campagne. Ah ouais. Dans une famille un peu traditionnelle. Et donc, je n'ai pas ce Japon-là que j'ai connu. C'était pas kawaii, quoi. Non.
Moi, j'étais un peu dans la campagne, tu sais, comme dans certains animés, on voit la campagne japonaise qui est incroyablement belle. Tu t'ennuyais pas un peu? Si, mais c'était bien, parce que c'était une période de ma vie où je m'interrogeais beaucoup sur ce que j'allais faire plus tard. Et j'ai aimé ces 2 années où je m'occupais de 2 enfants. En fait, j'étais un peu... Comment on dit ? T'étais au pair. Ouais, c'est ça. Et en fait, je m'ennuyais ferme, mais c'était bien. Donc, je regardais les paysages. Tu pensais à Twitch, à ton futur sur Twitch? Non, mais c'est là où le projet de devenir journaliste est né, en fait. Parce que je savais pas quoi faire. J'hésitais entre barman et maître du monde. Et entre gogo dancer en boîte? Tu sais que je suis un sacré danseur, Constance. Ah ouais? Tu veux me montrer? Là, non. Okay. Mais bientôt, je vais te le montrer. Bientôt. C'est vrai? Bientôt, il y a un jour, tu vas t'en... Mais tu devrais faire des TikTok, genre faire les chorés des trends, là. J'attends. T'attends. Mais ta prochaine carrière. Il y a eu Sam le journaliste, il y a eu Sam le streamer, et il va y avoir Sam le danseur. Le danseur. Okay. Mon corps est une ode à la danse et au rythme. Cette phrase me dégoûte, pardon. C'est quoi l'objet de cette époque, donc de ton adolescence ou de ta jeune vingtaine, que tu regrettes le plus, l'objet technologique? En vrai, j'aimerais bien retrouver cette première console de jeu Atari. Ouais. Parce que c'est vraiment des beaux souvenirs, c'était les toutes premières. L'anecdote est mignonne, donc j'étais déjà pré-ado, donc je croyais plus au Père Noël quand même. Mais donc je demande la console Atari pour Noël, et avec mes frères et sœurs, j'ai un petit frère, une petite sœur, on avait découvert la planque. Comme mes parents bossaient beaucoup, ils avaient acheté des cadeaux assez en avance, tu vois, un bon mois en avance. Et on avait trouvé le placard dans la maison secret derrière les manteaux où ils avaient caché les cadeaux. Et je vois un espèce de grand paquet et tout, avec des ciseaux proprement, on découpe et on voit que c'est la console. Mais vous avez osé? Non. On a ouvert surtout un mois avant. Et toutes les fins d'après-midi, on sortait la console de la télé, on branchait la console sur la télé, on jouait, tu vois. Et à un moment, on entendait la voiture des parents qui rentrait en fin de journée. Et très vite, on débranchait tout, on remettait tout dans le paquet, on mettait dans le... Et ils n'ont pas cramé quand non. ça... Et le soir de Noël, bah oui. j'ouvre le paquet et il a fallu jouer la fin. Oh non, une console Atari. Non, mais surtout, vous aviez rescotché le dos. Ouais, j'espère qu'ils se sont rendus compte de rien à l'époque, mais je pense que le paquet devait ressembler plus à rien. Et comment parce que du coup, c'est un super souvenir. Ça. C'est génial, t'as des petits frères et sœurs. Ouais. Est-ce que vous jouiez ensemble tout le temps? Ouais. Et vous vous engueuliez parfois ou pas? Tout le temps, c'était là. C'était l'objet de tous les litiges. En fait, tout était objet de litige, c'est-à-dire que les frères et sœurs... T'as des frères et sœurs, Constance? On est 5. Donc tu connais ça? On a eu la Game Boy, la première, grise avec les boutons bordeaux. Ouais. Et ma mère confisquait les piles. Comme ça, on pouvait pas y jouer. Ça, c'est radical, ça. Et puis, les piles, ça coûte une fortune et tout, bref. Et en fait, pendant des années, elle a disparu. Et on pensait que c'était ma mère qui avait planqué la console. Et on a découvert en 2007, donc des années après, que c'était ma sœur aînée qui l'avait planqué depuis des années, qui jouait avec en lui disant... Toute seule? C'est maman qui l'a confisqué. Mais t'imagines la dose d'égoïsme de cette femme. Mais ta maman, elle savait que c'était pas elle? Non, parce que ma mère, ça lui était passé au-dessus, tu sais, elle avait autre chose à penser. Mais comment... On a découvert ça, on l'a pris comme la plus grosse trahison de l'histoire. Évidemment, tu ne lui parles plus. Je ne lui parle plus du tout, je ne sais plus qui elle est. Non, t'as oublié son prénom. Mais oui, c'est vrai qu'on s'engueulait très souvent pour ça. Mais au-delà même, il n'y avait pas du catch un peu tout le temps entre frères et sœurs, de la bagarre. Moi, je suis la 5e, tu vois. Mais si, par contre, non, ça se tabassait quand même pas mal entre eux. Et moi, j'étais l'ONU, en fait. Ah ouais. Je venais, j'apaisais tout le monde. T'avais ton petit casque bleu. Exactement. En disant, mais... Ouais. Et toi, alors, du coup, vous vous engueuliez? Oui, pas mal. Ce qui me rassure aujourd'hui, parce que moi, j'ai 2 petits garçons maintenant, et ils sont adorables. C'est les 2 petits garçons les plus gentils du monde, mais ça catch, ça fait des... Mais ça, c'est la photo jeu vidéo. Mais non. Mais je sais que non. Non, je pense que ces petits garçons, ils se voient, ils s'attrapent, allez, bam, la manchette, bam. Mais d'où? Mais je lui dis, mais arrêtez, vous êtes... Et en fait, j'ai fini par comprendre que, en me rappelant ma propre enfance, que non, c'était normal et que c'est un mode de fonctionnement normal. Mais c'est surtout mon frère et ma sœur qui se tapaient dessus. Ils étaient beaucoup plus jeunes que toi? Alors non, pourtant j'avais une petite sœur qui avait 3 ans de moins et un petit frère de 5 ans. Mais moi j'étais un peu déjà, à l'époque j'étais assez solitaire, j'aimais bien mon calme, ma tranquillité, je lisais beaucoup. Donc j'étais dans mes bouquins, dans mes trucs de poésie, tout ça. Et donc en fait... Tu lisais de la poésie? C'est trop mignon. Ah non, c'est-à-dire que moi ma vraie grande passion d'ado, ça a été la littérature. C'est vrai. J'avais tout le temps le nez dans les bouquins. Je marchais dans la rue avec un livre, j'avais toujours un livre dans la poche. En maths, en physique, je captais rien, je comprenais rien, je lisais de la poésie. Je me rappelle de mes profs de physique et de maths, ils me confisquaient mes livres de poésie pendant les cours, c'est trop mignon. En me disant, Samuel, on te le rend après. Oh non, mais c'est trop chou. Je lisais, je me rappelle de Paul Éluard à l'époque, qui m'avait beaucoup marqué, c'était mon truc. Et j'ai arrêté de lire après,
Parce qu'après, je suis devenu journaliste et j'ai passé mon temps à lire et à écrire sur l'actualité. Et du coup, ça m'a éloigné de la littérature parce que du coup, le repos à la maison, c'était de plus lire. Oui, bah ouais. Et la littérature est sortie de ma vie et je me suis toujours dit, quand la retraite va venir, donc dans 15 jours, 3 semaines, vu mon âge. Demain. Quand même. Je rigole. Non, Eh ben, je me dis qu'il y a une autre vie qui va commencer parce que moi, comme beaucoup de gens, je pense qu'il y a une vie après la vie active et que le travail n'est pas tout, même si j'aime bien ce que je fais. Travail n'est pas tout, t'as quand même pas de life, hein, Oui, Mabel. mais les gens rigolent quand je dis ça, mais je crois que le jour où j'aurai l'âge de partir en retraite, je vais vraiment breaker et je vais faire autre chose. Je vais lire, je vais aller au ciné, je vais passer du temps avec mes proches. Et je vais arrêter de courir sur 1000 jobs comme je fais aujourd'hui. Donc retour à la poésie finalement. À la littérature. Tu vas nous faire des petits poèmes. Je ne vais pas écrire, je sais Tu vas pas. nous publier un petit recueil. Non, parce qu'il faut connaître ses limites. Et autant je suis un grand danseur. Pardon, cette phrase. Mon corps est une ode à la danse. En fait, ça me cringe. Vraiment, C'est fou. Je passe en mode œillère, c'est oreillère. fou. C'est comme une transe. Autant la danse est mon truc, je ne sais pas écrire. D'accord. On écrit Rilke. Le fameux. Voilà. Que tout le monde connaît. C'est Rainer Maria Rilke, je crois, a écrit un livre qui est Lettre à un jeune poète, je ne sais plus, un truc comme ça, j'ai oublié le titre, et il disait on écrit trop. Il y a beaucoup de gens qui écrivent, beaucoup trop. Quand tu vois la rentrée littéraire en France, quand tu vois tous les livres mais trop écrits... de gens dansent aussi, Sam, je te le dis, voilà. Donc, Oui, mais ne me regarde pas. Et donc Rilke a raison, on écrit trop, et moi je sais que j'écris mal, et je préfère lire. Avant la retraite finalement, tu t'es converti à Twitch. J'aimerais qu'on revienne sur ce moment de ta vie. Ma meilleure vie. Ta meilleure vie. Selon vie, toi, c'est ta meilleure vie. Je vis ma meilleure vie. C'est vrai? Ah ouais. Et pourtant, ma vie d'avant était cool, hein. Oui, elle était quand même chouette. Je me suis régalé en journaliste, animateur, radio, télé. C'était mon rêve d'enfant, je voulais faire ça. Tu racontes la bascule du coup vers Twitch, comment ça s'est passé? Premier confinement, crise sanitaire. On avait très peur que la télé s'arrête à cause du Covid. Il y avait des équipes qui commençaient à plus pouvoir bosser parce qu'elles étaient Covidées. Télématin a dû s'arrêter par exemple. Et on a eu peur à Question pour un champion qu'on ne puisse pas tourner. Et donc j'ai fait un tweet en disant vous inquiétez pas, même s'il faut enregistrer dans ma cuisine, Question pour un champion, on va continuer. Et Très belle cuisine d'ailleurs. C'est vrai? Bah ouais, je l'aime bien ta cuisine. Ah oui? Ouais, je la trouve chic. Non mais c'est vrai. Le côté plaqué or, ça te trouve pas ça trop too much? Non, justement, j'aime bien. Les petites incrustations en diamant sur le frigo. J'ai beaucoup aimé le marbre noir et tout. Non, c'est une merveille. Et Étoile, Ryan de Paris, le streamer, voit ce tweet. Et lui qui streamait du Question pour un champion, faisait du React, mais je ne le savais pas à l'époque, je ne savais pas ce que c'était Twitch, voit ce message et à 2h du matin ou à 1h30, retweet mon tweet et dit « Samuel Etienne, est-ce que vous connaissez Twitch ?» Il te vous voit. Ouais. Je connais pas Twitch, je connais pas Étoile, mais je vois que ce message posté à 2h du matin est liké des milliers de fois. Et je dis « Mais qui est ce garçon ?» Tu vois, c'est quoi Twitch ? Pourquoi il y a autant de réactions? Pourquoi il y a autant de gens qui disent « Oh my God, it's happening !» Tu vois, maintenant. Pardon pour l'accent. Et donc, du coup, je fais ma matinale de France Info, parce que c'est pour ça que je me lève à 2h du matin. Et après, je réponds, je dis, mais je regarde qui est Twitch et Étoile, je tombe sur la Nuit de la Culture, qui est donc son React. Et je fais, waouh, c'est dingue ce truc. Donc, je découvre ça, je découvre l'outil, la liberté, l'interactivité que ça permet. Et donc, je discute avec lui et il me dit, mais tu veux venir dans la Nuit de la Culture? Il me fait télécharger 2-3 logiciels. Il me dit, t'as une webcam? Je dis, je sais pas. Quel logiciel? Et bah pour être, comme on pouvait pas se voir, il y avait le Covid, tout ça. Ouais. Bah c'était pour pouvoir, je sais pas, il m'avait téléchargé un truc pour être en son et en image avec lui dans sa Nuit de la Culture. Et je fais mon premier live dans son, et là je découvre un univers où tout est permis, où tu as envie de dire un truc, tu le dis. Il n'y a pas de rédaction, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de. C'est pas formaté. C'est pas formaté. Et donc je passe un bon moment. Et puis un deuxième et un troisième qui me réinvite. Et je suis invité par d'autres streamers. Comme Ponce, et puis Étoile m'invite à mon premier The Event, mais en tant qu'invité, et je découvre comme ça au fil des mois cet univers et dont je tombe amoureux. Et au bout de 9 mois, parce que je suis vraiment super rapide, je dis à Étoile, mais tu crois que moi aussi je peux streamer? Il me dit, mais qu'est-ce qui t'a plu du coup? C'est vraiment le côté où, quand tu passes de la télé ou de la radio, où c'est très formaté, c'est de l'horlogerie, où tu dois respecter les horaires, etc., à la seconde près. C'est ça qui t'a botté, c'est de sortir du cadre. Ouais, c'est la liberté d'abord de création.
Quand tu as un projet en radio et en télé, toi tu connais aussi les deux univers. Tu peux pas le lancer comme et ça. Et le mannequinat aussi. Ah ouais? Non, pas du tout. Non, mais je suis autant mannequin que t'es danseur, ma belle. Mais tu ne m'as jamais vu danser. Non, mais il faudra. Mais tu me verras bientôt danser, peu importe. Et en fait, si c'est la liberté, en télé, en radio, tu as une idée, il faut la pitcher, il faut la vendre à ta hiérarchie, machin. Il faut faire parfois un pilote, ça dure des jours, des semaines, des mois, des années, et parfois il se passe rien. Sur Twitch, tu as une idée le matin, le soir, elle est sur ta chaîne. Donc la liberté et l'interactivité, le chat. Pendant 30 ans, moi j'ai émis des trucs, des infos ou du divertissement à des gens, mais j'avais pas le retour. J'avais un mail de temps en temps, une lettre, parce que je viens d'une époque où il y avait des lettres. Alors les lettres, c'est du... Je vous explique. Et là, quand tu fais quelque chose, tu as des milliers de personnes qui te disent en temps réel, c'est bien, c'est pas bien, ah, tu pourrais le faire comme ça. Et de l'humeur, de l'humour, ça rigole, de la colère, de la vie. Et quand tu as goûté à cette liberté, cette interactivité, tu peux plus revenir en arrière. Mais du coup, quand tu faisais les deux, après je parlerai du côté un peu van du milieu du stream quand t'arrivais, parce que c'est très drôle. Mais quand tu as goûté à cette liberté-là, tu arrivais quand même à te lever le matin pour aller à Info et rester dans un truc formaté. Les deux ne s'opposaient pas trop dans ta tête. J'avais compris que le matin, j'étais dans un cadre que je connaissais bien parce que je le pratiquais depuis très longtemps, donc je connaissais les règles. Et j'ai compris progressivement que sur ma chaîne, je pouvais faire ce que je voulais, dire prout une fois toutes les 10 secondes. D'ailleurs, je le dis, prout. Waouh. Voilà. Je me sens... T'as vu cette liberté? Waouh, je sais pas. Punk. Un punkage chiant. Moi, je suis comme ça. Et donc, quand tu arrives sur Twitch, c'est un univers que tu ne connais pas, donc tu es un peu plus âgé que les gens qui fréquentent cette plateforme. 30 ans. Tu as des souvenirs où tu te sentais complètement largué sur du langage, du jargon, etc. Au début, je passe mon temps à dire au chat, mais qu'est-ce que vous dites? Plein d'acronymes, de lettres, OMG, mais OMG, ça veut dire quoi, les gars? Tu vois, plein de trucs, plein de références à des jeux vidéo, je n'avais aucune ref. Et donc, comme je suis curieux de tout, plutôt que de dire « Ah ouais, je comprends », je dis « Non, je comprends rien ». Et les gens, très gentiment, m'expliquaient. On me disait « Bah, on va t'expliquer. Voilà, ça vient d'un jeu vidéo. Pourquoi vous... » Je parlais d'un truc triste et les mecs disaient F dans le chat, F. Mais pourquoi vous dites F? Alors F, Sam, on va t'expliquer, parce que c'est la touche qu'on presse dans Call of Duty pour quand quelqu'un est mort, pour lui c'est un espèce d'hommage aux morts, quoi. Donc, ok. Et en fait, les gens m'ont expliqué comme ça. Donc on m'a expliqué les mots, on m'a expliqué aussi les valeurs aussi de cet univers, parce que c'est un univers qui a plein de valeurs. Et on m'a un peu updaté, il y a des sujets qu'un homme de ma génération connaissait pas bien. Tu vois, moi, un journaliste, il pense qu'il est un peu ouvert, qu'il est un peu à la page. Non, on reste quand même assez... non, je vais pas cracher sur ma profession, mais on est... Non, je peux pas. Essaye. Non, mais on peut être un peu déconnecté. On peut être déconnecté. Surtout quand tu es dans le flux de l'info permanent, t'as moins le temps de prendre du recul. Voilà. Et en fait, tu penses que tu es à la page parce que tu suis l'actu. Et en fait, non, il y a plein de choses, de mouvements, parce qu'ils ne sont pas traités par les médias traditionnels, dont tu n'es pas au courant. Et par exemple, sur, je sais pas, les rapports hommes-femmes, par exemple, ou s'il y a des sujets comme la transidentité, moi, c'est des sujets transidentité sur lesquels je ne m'étais pas du tout penché. Et subitement, j'ai des gens dans mon chat qui me parlent de ces sujets, des gens qui sont concernés. Et donc, c'est plein de nouveaux sujets qui s'ouvrent à moi. Et je demande à ces gens, ok, parlez. Moi, je suis un peu en retard manifestement sur ces sujets, mais racontez-moi. Et justement, le stream a été longtemps, le Twitch a été longtemps critiqué comme étant un milieu assez masculin. Tu en as fait les frais sur certaines émissions que tu avais pu faire. Comment tu fais maintenant? Est-ce que tu as un regard où tu fais vachement plus gaffe à... Ah ouais. Bah oui, parce que, en fait, dans ma génération, tu vois, on part d'une autre conception des rapports hommes-femmes, et t'as beau te croire ouvert, et en fait, t'as pas suivi la musique aussi vite que la société a évolué. Et subitement, tu comprends que pour la jeune génération, eux, ils ont vachement avancé par rapport à ça. La place de la femme dans le monde du travail, la place de la femme dans le couple, les rapports de séduction, tout. Et t'as beau te croire à la page, en fait, t'es en retard. Et donc, ok, moi, je demande qu'à discuter, à échanger. Et même si parfois c'est compliqué, parce qu'il y a des gens qui n'intègrent pas que t'es d'une autre génération. Okay. Et que tu as un travail à faire, mais que ce travail, il faut que tu le fasses. Et que parfois, il faut juste t'expliquer les choses. Et parfois, on te met un peu à l'amende en te disant « T'as rien compris ?» Je dis « En fait, oui, j'ai rien compris, mais je te demande qu'à discuter. » Et une fois que j'ai intégré tout ça, en réfléchissant à ces sujets, sur le coup, tu te dis « Hein, quoi ?» Puis après, tu dis « Ah ben en fait, vous avez raison. » Aujourd'hui, je fais très attention à ça. Et c'est comme ça, par exemple, qu'à Question pour un champion, quand je suis arrivé... pour le coup, ça, c'est un truc que j'avais fait avant. Mais quand j'arrive à Question pour un champion, il y a 9 ans, j'arrive et je vois dans chaque émission 3 hommes et une femme.
3 hommes, une femme, 3 hommes, une femme. Et à un moment, je leur dis, elle est bizarre votre émission. Pourquoi il y a 3 hommes et une femme? Et ils m'expliquent qu'en fait, ils ont assez peu de candidates femmes. Et du coup, c'est compliqué pour eux d'arriver à la parité. Et je leur dis, mais bien avant d'arriver sur Twitch, en fait, c'est pas possible. Cette émission, elle peut pas être comme ça. Et si vous ne mettez pas des femmes à l'antenne, les femmes ne vont pas se voir et les femmes ne vont pas avoir envie de jouer. Parce qu'une femme ne peut pas se projeter dans un milieu si elle ne voit pas des femmes. C'est un sujet qui existe dans plein d'autres... par exemple, de la représentation. Oui, dans le milieu de la recherche, des sciences, des ingénieurs et tout. Et on a compris aujourd'hui que si les femmes ne se voyaient pas dans un endroit, vous ne pouvez pas se projeter. Les petites filles, par exemple, aujourd'hui, ne peuvent pas se projeter ingénieurs si elles ne voient pas un moment des ingénieurs femmes. Et bien, c'était pareil. Et donc, je leur dis, vos explications, je les entends, mais j'en ai rien à foutre. Je veux des femmes. Et ils me disent, mais c'est pas possible, on les a pas. Et je leur dis, mais on va les trouver. Et donc, ça a été un petit jeu pendant plusieurs mois. J'arrivais à mes tournages, j'avais le trombinoscope de la journée, avec tous les visages des candidats, et je comptais les hommes et les femmes. Et je prenais mon téléphone, et je disais, ça va pas. Et on me disait, on peut pas. Et je faisais ça à chaque fois. Et au bout de quelques mois, ils ont trouvé des femmes, ils ont fait l'effort, et qu'est-ce qui s'est passé? C'est un cercle vertueux. Les femmes sont venues en question pour un champion, et aujourd'hui, voilà. Et sur Twitch, je le fais encore plus, parce que c'est encore plus important. Et quand je fais une émission, c'est une évidence qu'il faut qu'il y ait parité idéalement, ou en tout cas que les femmes soient présentes, toujours pour les mêmes raisons, quoi. Il y a des trucs que tu regrettes, que tu as fait sur Twitch? Ah ouais, plein. Par exemple, j'ai amené la politique sur Twitch. Enfin non, j'ai invité, parce que la politique sur Twitch, elle y a sa place, le débat politique. Mais j'ai invité les hommes politiques sur Twitch. Ouais. Et ça, je le ferai plus. Pourquoi? Alors, moi, en fait, il faut se mettre dans le contexte. Moi, je viens de 30 ans de journalisme où j'ai beaucoup interviewé les politiques. C'était une de mes spécialités. J'ai animé des émissions politiques, des débats, et j'ai fait beaucoup d'interviews. C'était un peu une de mes passions parce que c'est un sujet qui m'intéresse depuis toujours. Donc, je fais ça toute ma vie. Ok, j'arrive sur Twitch, je dis, je continue. Ouais. Puisque, par exemple, j'ai amené la revue de presse sur Twitch, ce que j'adore faire. À un moment, je me dis, tiens, pareil. Et donc, j'ai l'opportunité de recevoir François Hollande, un ancien président, sur Twitch. Je me dis, waouh! Là, c'est le journaliste qui parle. Je me dis, waouh, recevoir un ancien président de la République dans une chambre d'enfant, devant un petit PC, ça a de la gueule. Et puis je me dis, peut-être que ça va permettre de parler de politique différemment, parce que le chat va être là, l'homme politique va être confronté à des questions qu'il ne voit pas d'habitude, tu vois. Donc je fais ma petite tambouille et je me dis, ouais, c'est une super idée. Et là, j'ai des petites lumières warning qui s'allument, tu vois, de copains streamers qui me disent, t'es sûr que c'est une bonne idée d'amener les politiques sur Twitch, et qui me mettent en garde et qui me disent Sam, c'est une mauvaise idée. Et moi je leur dis, mais vous n'avez rien compris, c'est une super idée. Donc Hollande vient, ça se passe bien parce qu'il n'est pas en responsabilité, c'est quelqu'un qui est assez souple en plus, il comprend très vite le truc, il met le chat dans sa poche, il se moque de McFly et Carlito qui venaient de sortir une chanson, je crois, je sais pas quoi, avec Emmanuel Macron. Ouais. Il se moque un peu d'eux, tout le monde rigole et tout. Et donc ça se passe bien. Suite à cette première, je reçois des messages de quasiment tous les ministres du gouvernement de l'époque, Castex. Tous les ministres qui me disent « Waouh, c'est super ce que vous faites !» Et je fais « Waouh, c'est intéressant, mais on ne va pas recevoir tous les ministres parce que c'est un peu bizarre. » Et donc moi, j'envoie un message à l'équipe de Castex, Premier ministre de l'époque, en me disant « Je ne vais pas les recevoir tous, je vais recevoir le premier. » Et genre 2 jours après, le Premier ministre dans la même pièce qu'Hollande. Et là, la catastrophe. C'est-à-dire que je me retrouve avec quelqu'un qui n'a pas compris ce qu'est Twitch et qui me dit... Parce qu'au début, la première question qu'on lui pose, c'est « Mais qu'est-ce que vous venez faire sur Twitch ?» Et là, Castex répond « Je viens sur Twitch pour dire aux gens qui nous regardent, comprenez aux jeunes, les messages qu'ils n'ont peut-être pas entendus dans mes conférences de presse. » Là, je fais « Oh !» Et là, j'ai un gros warning qui s'allume en disant « Waouh !» Le mec n'a pas compris. En fait, il vient nous servir son truc habituel. Ouais. Juste, il pense... Et toi, tu as une courroie de transmission. Et voilà. Et là, je me dis « Waouh !» Et après, toute l'interview se déroule comme ça, avec plein de questions. On est en pleine crise sanitaire du chat, et le gars est en mode esquive totale, en langue de bois comme jamais j'en ai vu. Et je vois la colère du chat qui enfle, en mode le gars ne nous respecte pas, quoi. Il vient sur Twitch, donc il vient pour répondre à nos questions, et il ne répond pas, quoi. Et le lendemain, je prends un gros shitstorm en mode merci Samuel Etienne d'avoir amené ça sur Twitch, quoi. Et je me rends compte que j'étais beaucoup trop optimiste, que j'ai cru que l'outil pouvait changer le discours politique et qu'en fait, j'avais pas anticipé que la politique pouvait les gars instrumentaliser n'allaient pas forcément jouer le jeu, quoi. Ouais. Donc moi, j'ai fait mon boulot de journaliste à l'époque, c'est-à-dire que quand je voyais qu'une question n'était pas répondue, je la relançais, mais tu peux rien faire si le gars a décidé de pas répondre.
On était même, parfois c'était langue de bois / limite mensonge. Il y a des sujets où on était sur du mensonge, quoi. Mais j'étais coincé. J'arrête même le stream. C'est-à-dire que le stream, en fait, il était prévu pour une durée. Je l'arrête même avant la fin. Ah merde. Il y a un moment où je sens que c'est bon, on va pas y arriver. Et je voyais qu'il était partant pour aller plus loin, mais j'arrête. Et bon, après, je lui en veux pas. C'est un homme de notre génération aussi. Et je pense que son équipe lui avait pas bien expliqué l'enjeu qu'il y avait. Et pourtant, moi, j'avais bien dit à son équipe, dites-lui. Dites-lui que c'est pas une interview. Dites-lui qu'il y a le chat. Et dites-lui que s'il n'est pas dans une parole de vérité, de sincérité, ça va être une catastrophe. Voilà. Donc, peu après, moi, j'ai essayé d'arrêter. Et je me suis rendu compte que, pour plein de raisons, la plateforme n'était peut-être pas l'outil idéal pour recevoir cette parole politique, ou que les politiques n'étaient pas prêts, enfin, à jouer ce jeu d'honnêteté, de transparence, de vérité, et que du coup, c'était sûrement le meilleur endroit pour parler de politique entre nous, décrypter l'actualité, échanger nos avis, nos opinions, mais peut-être pas pour recevoir la parole politique, quoi. Il y a quand même des clips de toi, Samuel Vénère, qui peuvent circuler. Est-ce que c'est coup d'éclat où tu es complètement vénère et tu pètes des plombs contre certaines personnes de ton chat, tu les regrettes ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. En fait, c'est... alors ça, puis je vais continuer, c'est-à-dire que parfois, donc tu as 5000 personnes... parlons d'actualité, par exemple. Tu as 5000 personnes dans ton live et tu parles d'un sujet aussi important que le Proche-Orient ou de racisme ou peu importe. Et à un moment, tu as une prise de position catastrophique dans le chat ou quelqu'un qui t'agresse sur un sujet, quoi, avec beaucoup de violence verbale. Et en fait, il m'arrive de me mettre en colère parce que je dis, mais les gars, vous n'êtes pas à la télé. Si vous venez m'agresser gratuitement sur un sujet, en fait, moi, c'est pas Samuel le présentateur que vous avez là, c'est ma chaîne, je dis ce que je veux. Et donc, et en fait, c'est important parce qu'on doit être, pour le coup, sur Twitch, tu es obligé d'être dans la sincérité totale. Les gens doivent sentir qu'ils aiment ou ils n'aiment pas ce que tu fais, ils sont d'accord avec toi ou pas, mais le minimum, c'est d'être sincère. Et donc, longtemps, mais j'arrive à le gérer mieux aujourd'hui, quand je voyais des propos problématiques dans le chat comme ça, j'y allais en 1v1 en mode... En mode dark, ça. Oui, pour dire... Mais oui, mais tu vois, et après... Alors évidemment, sur 3 ou 4 heures de live, t'énerver 10 secondes une fois, oui. Pour ce moment, en fait, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que les 5000 personnes qui te regardent, bon, ça les fait marrer, ils savent que tu t'es énervé 10 secondes sur 4 heures, et donc ils savent que tu es à peu près gérable, quoi. Sauf que la séquence va circuler sauf après. Sauf que la séquence, ça va venir 10 secondes sur Twitter ou sur TikTok, et les gens vont penser que tu es comme ça H24, et donc que tu es un gars un peu problématique, un peu bizarre, qui s'énerve, quoi. Et parfois en jeu vidéo, tu sais, c'est pareil, le jeu vidéo, parfois ça énerve, les jeux compétitifs, et tu te retrouves à crier sur les gens, alors qu'en fait, tu es quelqu'un qui crie pas, mais à un moment, dans un live de 5 heures, un mec t'aura insulté ou aura insulté ta mère pendant la game, et à un moment, tu vas lui dire ses 4 vérités. Évidemment, merveille d'Internet, il y a 20 secondes totalement hors contexte, sans les insultes du gars avant, bien sûr, sinon c'est pas drôle, qui vont partir, et t'as des gens qui vont consommer ça, et qui vont après donner de l'écho à ça en disant « ce mec est problématique, il est fou », quoi. Alors que tout le monde sait que quand tu joues à un jeu vidéo, ça t'énerve. Et moi, je veux pas limiter ça. Ok. Je veux continuer à être... Si j'ai envie de crier, je vais crier. J'arrive à le gérer mieux. Mais pas sur moi, par contre, parce que tu vas redescendre un peu, je te le dis. Non, puis toi, tu sens qu'il y a un répondant immédiat. C'est possible. Je pense que, tu vois, si je hausse le ton là maintenant, je m'en prends une. C'est fort possible. Tu vois, une tablette qui vole. Exactement. Tu vois, et pend dans tes dents. Et là, tu dis quoi, vieux schnock? Mais aujourd'hui, j'ai appris ça. C'est-à-dire que je me rends compte que surréagir à des propos problématiques dans le chat, c'est prendre en otage les 5000 autres qui n'ont rien demandé et qui sont là pour discuter de façon chill avec toi, et qu'en fait, à un moment, c'est contre-productif et t'abîmes l'expérience des autres. Et donc, maintenant, j'arrive à mieux gérer ça, et quand je vois un gars qui est... Là, ce matin, par exemple, il y a un... Sur je sais plus quel sujet... T'as encore des modérateurs le matin? Oui. Mais de temps en temps, quand je vois un propos problématique, je dis au gars, essaie pas de m'attraper la veste, on va pas partir au 1v1, parce qu'en fait, on est 5000, et c'est stupide qu'on sorte dans la rue pour s'expliquer, parce qu'il y a 5000 personnes qui nous regardent. Donc, ici, on essaie de faire autre chose. Tu trouves que tu t'es apaisé un peu? Oui, j'ai appris. Mais tu sais, au début, c'est compliqué, parce que moi, tous les matins, je parle des sujets les plus compliqués possibles. Tous les matins, je parle du Proche-Orient. J'espère, tu vois, on parle de Gaza, on parle d'Israël, tous les matins quasiment. On parle de l'Ukraine, on parle de Poutine. On parle des sujets les plus, ce qui provoque le plus de colère sur les réseaux. Tu vois. Polarise, quoi. Voilà, tous les matins. Franchement, on n'est pas nombreux à le faire sur Twitch, quoi. Et on le fait en direct en plus.
Et donc, parfois, il y a beaucoup de colère dans le chat sur des sujets qui mobilisent beaucoup de passion, quoi. Et je le vis tous les matins. Et j'ai appris à essayer de gérer cette colère, cette passion qu'il peut y avoir dans le chat, et qui peut aussi être la mienne. On parlait de l'influenceur d'extrême droite qui a été assassiné aux États-Unis. Kirk, ouais. Voilà, Kirk. Et à un moment, dans le chat, il y a des gens qui sont en mode « ouais, bien fait pour sa gueule, c'était un facho ». Et à un moment, je leur dis, je m'arrête et je leur dis, mais à quel moment, je leur dis, mais moi, Kirk, c'est pas mes idées, moi, ce monsieur-là. Il n'y a rien que je valide chez lui. Mais à quel moment on doit décréter que quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, il faut le tuer? À quel moment dans une démocratie, on dit dans un chat que la violence politique, l'agression physique et la mort de l'autre, c'est la solution? Je leur dis, moi, je ne suis pas d'accord avec ce monsieur, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Et donc, de temps en temps, il faut avoir des colères un peu comme ça. Tu vois, je hurle pas, mais des colères saines, en essayant de remettre les choses à plat, en disant, c'est vraiment ça que vous voulez? C'est vraiment ça que vous voulez en France? C'est-à-dire qu'en gros, l'homme politique n'est pas d'accord avec vous, il faut aller le tuer. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Donc, on a ces discussions qui sont parfois animées, mais aujourd'hui, je les vis de façon un peu plus apaisée, parce que je commence à prendre l'habitude. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas faire, ça, je fais un vœu pieux, il ne faut pas aller prendre les 10 secondes d'un live de 4 heures, sans le avant, sans le après. Mais moi, j'aime bien Dark Samuel, en fait. Même si c'est 10 secondes, ça me fait beaucoup trop rire. Ouais, mais parfois, tu vois, c'est dur parce que il y a des gens qui ne... Et surtout, ce qui est dur, c'est de voir que certains savent très bien ce qu'ils font. Oui. Et qui vont aller chercher les fameuses 10 secondes. Et ils savent très bien quel est le contexte. Et après, ils vont faire leur petite sauce dessus. Et ça, c'est un peu dommage. Je comprends. C'est un peu malhonnête. T'as parlé des pétages de plomb quand tu joues. Ouais. Quand tu es arrivé sur Twitch, tu amènes un truc qui est l'actu et qui n'était pas forcément présent. Et finalement, plus tard, tu reviens à l'essence même de la plateforme qui est quand même le gaming. Ouais. Tu l'as dit, tu jouais à la Atari, tu étais un gamer il y a fort longtemps, il y a des siècles. Et tu reviens au jeu. Comment ça s'est passé et pourquoi tu as voulu ta prise virage? Comment va ta femme, Sam? Elle est une tolérance. Alors, Hélène, elle est... Tout ce qui est boulot, c'était dans le deal de départ. Moi, je suis un work alcoolique. Et donc, dans le deal de départ du pacte amoureux, il y a... Un workaholic. Oh merde, work. Il a dit work alcoolique. Bah oui, parce que je suis breton aussi. Donc, merde, c'est workaholic. Il est alcoolique au travail. Non, bah oui, je ne bois pas. Je ne bois plus. Et donc, c'était dans le deal de départ. C'était dans le deal de départ. Écoute, on discutera de tout, mais mon rapport au travail, il est... c'est un truc de vieux, ça, mais il n'est pas super négociable, quoi. Voilà. Et donc, les jeux, et donc le gaming. Et donc, comme c'est du boulot, c'est ce que j'expliquais à mes parents quand ils disaient « Mais pourquoi papa, il a le droit de jouer aux jeux vidéo tout le temps » Je dis « Mais tu crois que ça m'amuse ?» Je leur dis ça. Et j'entends ma femme qui pouffe dans la cuisine « Tu crois que ça m'amuse de jouer aux jeux vidéo toutes les nuits ?» C'est ma croix. Hein, tu crois que ça m'amuse de jouer comme ça toutes les nuits? C'est du travail. Je suis pas sûr qu'ils me croient. Mais du coup... je redécouvre le jeu vidéo par Twitch et c'est un spectacle très amusant de voir quelqu'un de ma génération découvrir, avec 30 ans de retard, tout ce qui s'est passé depuis 1986. Ouais, et il y a un bon gap quand même. Et là, je suis en mode waouh, mais on m'avait pas dit, parce que les médias traditionnels ont très peu couvert cette explosion, ce foisonnement du jeu vidéo là, ces dernières décennies. Ils ont très peu couvert. Et je découvre ça avec beaucoup de retard et avec délice. Et donc je découvre GTA, je découvre Call of Duty, je découvre Minecraft, je découvre Detroit Become Human. Et à chaque fois je fais waouh, mais pourquoi on nous a pas dit? Et je me régale. Mais avec douleur parce que mon niveau sur le jeu, il est. Tu passes combien de temps par jour? Bah idéalement, c'est au moins 3-4 heures, quoi. Mais ça t'apporte quoi, en fait? Comment tu décrirais le sentiment? Déjà de la détente, de plus penser à cette actu tellement anxiogène qui est mon quotidien depuis 30 ans, quoi. Tu vois, il y a des gens qui découvrent parce qu'ils sont jeunes le Proche-Orient, depuis quelques années. Mais moi, ça fait 30 ans que je m'intéresse au sujet. Je suis allé sur place, je suis allé dans les territoires, je suis allé en Israël quand j'étais jeune journaliste. Et donc, cette matière anxiogène, je la porte depuis 30 ans. À un moment, lancer un live et où ton seul souci, c'est de mettre, des têtes virtuellement sur Valo à l'équipe d'en face, tu vois, où tu débranches, quoi. D'abord, ça fait du bien, ça détend. En plus, là encore, il y a de l'échange, il y a du lien avec un chat qui te guide, qui te conseille, qui te dit « Tiens, on va t'expliquer comment on joue ». Tu reviens un peu en enfance, où tu oublies les soucis du quotidien, tu vois, le pro, tes responsabilités de papa, et tu redeviens l'ado que tu as été, et une forme d'insouciance. Il y a un petit poème et au pieu, quoi, après.
Ouais, ou même pas, un petit Valoé au pieu. Tu l'as dit, les médias, ils couvrent peu, ils ont mis du temps à couvrir la question de la culture web ou du gaming, et souvent quand ils le font, c'est avec beaucoup de snobisme. Ouais. Comment tu défends le gaming dans les médias maintenant? Est-ce que tu arrives à... T'essayes par exemple, dès qu'il y a un fait divers, on va mettre ça sur le coup des jeux vidéo en permanence, c'est un sujet qui revient depuis 30 ans à chaque fois, la violence des jeux vidéo, jeux vidéo. Est-ce que tu arrives à essayer de faire changer d'opinion tes collègues? Est-ce que tu essaies de donner une autre image médiatique, j'entends, au gaming? Dès que je peux, j'essaie de le faire. Tu vois, il y a quelques mois, il y a Yann Moix sur un plateau de télé qui a fait ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire après des... Donc, qui est auteur et éditorialiste. Voilà, et il a justifié une violence sociale ou chez les jeunes par l'utilisation de jeux vidéo, qui était un truc que je pensais plus pouvoir entendre encore. Et donc j'essaie d'expliquer à ces gens que... Non, moi par exemple, je joue à des jeux de guerre sur Internet et ça ne m'a pas rendu plus belliqueux dans mon quotidien, tu vois. Mais ça a rendu ta danse encore plus... Tu seras surprise un jour, quand tu me verras onduler mon corps devant des millions de téléspectateurs. Et donc ça ne m'a pas rendu plus violent. Tu vas faire Danser avec les stars? Ah! Ou pas? Ouais, non, mais ce serait... Franchement... Ça sent l'élimination très vite, ça. Hein. Et donc, au contraire, c'est une forme de... Moi, je dirais plutôt d'exutoire, tu vois. Et puis surtout, je dis à ces gens, mais vous n'imaginez pas la richesse de cet univers. Comment certains jeux vidéo... rappelons-nous Clair Obscur, le jeu français, là, il y a quelques mois, Expédition 33, comment un jeu vidéo peut confiner à l'art, quoi, par sa musique, par son histoire, par son lore, par la profondeur des personnages. Enfin, je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui en France, de ma génération, qui s'intéressent à la littérature, à la peinture, à la musique, qui n'imaginent pas que le jeu vidéo aujourd'hui, il a atteint ce niveau-là, qu'il y a des jeux qui sont une œuvre d'art. Donc j'essaie de tenir ce discours, mais je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte de notre société, donc cette partie elle est en train d'être gagnée, même si les médias traditionnels n'en parlent pas assez. Moi je suis un lecteur des journaux tous les matins, et oui le jeu vidéo est un petit peu présent, dans les pages culture du Figaro, des Échos, de Libé, de temps en temps il y a un petit peu ce qui est un peu triste, c'est qu'il a fallu qu'il y ait des scandales sexuels pour qu'on s'intéresse à comment les boîtes de jeux vidéo fonctionnent, comment on crée un jeu vidéo, etc. C'est-à-dire que mais c'est un secteur sous-exposé médiatiquement. Alors qu'économiquement et culturellement, le jeu vidéo, c'est devenu énorme, tu vois. On sait aujourd'hui que l'industrie du jeu vidéo, c'est le cinéma plus la musique, en termes d'activité économique. Oui, c'est le plus gros pôle culturel. Mais la représentation médiatique de cette réalité économique et culturelle, elle est ridicule. Elle est ridicule. Prends le nombre d'articles sur les sorties ciné en France chaque semaine, notamment le mercredi. Hein. Le jeu vidéo, ça pèse plus aujourd'hui, j'adore le cinéma, mais ça pèse plus culturellement, économiquement. Où sont les articles en même quantité, en même qualité, sur les derniers jeux vidéo? Je les attends. Tes enfants, t'en as parlé. Tu les limites sur les jeux vidéo, sur la consommation d'Internet, sur les écrans. Comment tu deals avec ça, sachant que c'est ton boulot et qu'ils te voient y passer quand même un peu toute ta vie? Toute ma vie dessus. D'autant qu'ils sont petits, ils ont 5 et 9 ans. Donc, les écrans, il ne faut pas les interdire. Les écrans, ils sont partout aujourd'hui autour de nous. À l'école, maintenant, je suis allé à l'entrée des petits, là. Il y a des écrans dans la classe maintenant. Il n'y a plus de tableau, c'est des écrans. Donc, c'est stupide d'interdire les écrans. Et ils sont partout et ils vont être partout. Donc, interdire, non. Protéger les tout petits, c'est la règle des 3-6-9, oui. C'est-à-dire la règle des 3-6-9 ? Je crois que la règle établie par des pédiatres et des chercheurs, c'est qu'en dessous de 3 ans, l'enfant ne doit pas se retrouver devant un écran. Tu vois, par exemple. Après 3-6-9, je ne sais plus. Mais chez moi, ça donne quoi? Chez moi, il y a une télé, elle n'est jamais allumée. Tu sais, il y a des foyers où la télé est allumée tout le temps. Chez moi, elle n'est jamais allumée, la télé, jamais. D'ailleurs, on ne regarde pas la télé. Elle sert essentiellement à jouer aux jeux vidéo. Le jeu vidéo, c'est une fois par semaine. C'est le vendredi. Après l'école, il y a une soirée jeux vidéo qui est en famille. On joue tous les 4. Alors, tous les 4 ou tous les 3 si je suis pas là. Tu as ritualisé ce moment. Donc, non seulement c'est un moment limité dans le temps, mais c'est un moment en famille. Donc le jeu vidéo devient un créateur de liens entre nous. On joue à Mario Kart, on joue à GTA. Bien sûr. Tu vois, donc, et puis parfois je suis pas là, ou on a envie de faire autre chose. Et dans ce cas-là, c'est un moment pour les enfants, mais on est là. Donc ils sont pas tout seuls. Et on regarde à quoi ils jouent, comment ils jouent. Et puis c'est limité dans le temps. Et puis ils ont découvert sur les tablettes des jeux un peu très addictifs comme Brawl Stars, des choses comme ça. Et donc il y a une grosse demande de leur part.
Et on les laisse jouer un petit peu de façon très encadrée, très limitée. Par exemple, le week-end, on leur dit, allez, vous avez le droit de jouer pendant une demi-heure, par exemple. Et surtout, ils jouent ensemble. Et ça les rapproche en tant que frères. Le jeu vidéo à la maison, ça a créé une complicité entre mes deux bouts de chou qui est hallucinante. Ouais. Ils n'ont pas le même âge, tu vois, 9 ans et 5 ans, c'est pas pareil, il y en a un qui est vraiment plus grand. Et ben, on les laissant jouer, par exemple, à ce jeu, Brawl Stars, là, et c'est fou, ça les a rendus d'une complicité folle. Tu vois, ils parlent des personnages, ils parlent de leur stratégie de jeu et tout. Donc en vrai, bien accompagné, le jeu vidéo, c'est formidable. Et pour les écrans, tu vois, on a déjà songé à l'après. Là, ils ne nous demandent pas encore de tablette ou d'iPhone, ils sont trop petits. Mais je sais déjà qu'on fera très attention. Donc s'ils ont des tablettes où ils peuvent regarder certains de leurs dessins animés, qui sont des dessins animés qu'on a choisis, qui sont plutôt des dessins animés éducatifs, avec un temps limité. Et mon épouse, qui est beaucoup plus geek que moi, elle a mis un contrôle parental super cadré sur toutes ces tablettes. Elle sait exactement quand l'enfant regarde, ce qu'il regarde, combien de temps, et quand il dépasse un certain temps, la tablette, elle s'arrête. Et tu as un enfant qui vient en disant hey, « c'est terminé ». Et là, tu as un échange avec lui pour lui expliquer pourquoi. Parce que l'enfant, il faut lui expliquer pourquoi il a le droit à un certain temps d'écran et pas plus. Pourquoi il a le droit à tel jeu et pas à ce jeu. Parce que l'enfant, en fait, l'intelligence, elle est fascinante. Il est en capacité de comprendre, mais il faut lui expliquer. Mon aîné de 9 ans, il voit l'article de la Croix sur « il faut interdire TikTok au moins de 15 ans ». Et comme il lit le journal tous les jours, il lit le petit quotidien qu'il reçoit à la maison, qui est trop mignon, il voit l'article. Bon. Et il me dit « mais pourquoi il faut interdire TikTok ?» Au moins, lui, il ne sait pas ce que c'est trop, mais il me pose la question. Et je lui explique. Mais je lui dis parce que sur TikTok, il y a des contenus sur lesquels tu vas pouvoir arriver sans le vouloir et qui sont problématiques pour ton âge et qui peuvent te faire du mal sur son développement, ta santé mentale. Et à 9 ans, un enfant, il est capable d'entendre ça. Donc ça, c'est top parce qu'en fait, pour répondre à la question, les écrans ne sont pas bannis à la maison, ils sont contrôlés, encadrés et ils sont même un objet de discussion permanent sur plein d'autres choses, bien au-delà des écrans, mais ce qu'il y a derrière les écrans, tu vois, les images, plein de choses. Si on parle un peu du futur du web et de la tech, est-ce qu'il y a une invention ou un objet qui va probablement naître, quoi, qui te fait flipper? Un truc de la tech qui te fait vraiment flipper sur l'avenir? Rien, en vrai. Tu vois, on nous a promis une révolution VR il y a quelques années, mais qui n'est pas arrivée encore, tu vois, donc peut-être qu'elle n'arrivera pas. Mais c'était un peu fascinant, mais elle ne m'inquiétait pas. Il y a la révolution IA. Ouais, tu utilises l'IA, toi, ou pas? Pas trop encore, parce que j'en ai pas l'utilité. J'en ai pas encore identifié. Genre, t'as pas fait de chat GPT ton psy non. Comme certaines personnes. Mais mon épouse, qui est beaucoup plus geek, elle s'en sert au quotidien son boulot, par exemple. Ouais. Elle travaille dans un secteur où elle a besoin d'écrire des petits textes. Bon, bah, c'est pas sa tasse de thé d'écrire. Et donc, elle fait appel à ChatGPT pour développer des synthèses ou des embryons de texte qu'elle va améliorer. Mais ça ne te fait pas peur, tout ça, l'IA, etc. Non, c'est un outil, en fait, comme tout outil, tu vois. Tout dépend de la manière dont on va l'utiliser. Ça peut sublimer notre intelligence ou nous rendre débiles. Mais c'est notre responsabilité d'humain de savoir utiliser ces outils à bon escient. Je ne sais pas si tu es encore sur Twitter, si? Encore un peu. Twitter, X Twitter. En mode plus beaucoup. Tu vois, je dis plus grand chose sur Twitter. Et c'est quoi du coup ton regard sur le fait que ces plateformes qui ont été des super moyens d'expression pour nous, d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on a commencé à discuter, peuvent parfois virer vers certaines opinions politiques un peu problématiques et du coup cette dépendance qu'on a envers des milliardaires qui peuvent du jour au lendemain décider d'appliquer des nouvelles règles. Quel regard tu poses là-dessus? Ce que tu viens de dire là est vachement important, c'est-à-dire que tous ces nouveaux outils qu'on utilise, ils appartiennent pas au public, ils appartiennent à des milliardaires, tu vois. Twitch, le jour où Amazon décide que Twitch ça s'arrête. YouTube, pareil. C'est un peu vertigineux quand même. C'est hallucinant parce qu'en fait, on n'a pas le contrôle de ces outils qui sont devenus indispensables à notre expression. Pour répondre à ta question qui était juste avant, comment on fait avec ces outils qui sont devenus nos outils quotidiens d'expression et d'échange où il y a tant de contenu problématique, la réponse c'est la modération. C'est-à-dire que pourquoi on n'a pas encore, et là il faut saluer le travail de l'Europe là-dessus, avec le travail législatif européen là-dessus, comment on n'a pas encore réussi à obliger ces grands groupes à mettre des modérations de qualité pour empêcher les contenus les plus problématiques de nous parvenir, et notamment plus fragiles d'entre nous. Le débat sur TikTok,
TikTok, c'est cool, hein. Moi j'adore, je passe mon temps à scroller sur TikTok. Dans mon feed, je sais pas si on dit feed sur TikTok, je pense pas, mais dans mon contenu qui m'arrive sur TikTok, pour toi. Ouais, en fait, moi j'ai des contenus qui me vont. Ça parle de musique, ça parle de danse, parce que tu sais que je suis un passionné de danse, ça parle de jeux vidéo, ça parle de valo, ça parle de sport. Mon fil sur TikTok, il est OK. Mais je sais aussi que un jeune en situation de fragilité qui va commencer à consommer, il fait des recherches sur TikTok, par exemple sur le suicide, par exemple, l'algo va très vite comprendre que cet utilisateur-là, il passe du temps à consulter ça, et qu'est-ce que va faire l'algo? Il va lui en envoyer encore plus. Donc on sait qu'en fait ces outils, potentiellement, peuvent avoir des répercussions gravissimes, notamment sur les plus jeunes, les plus fragiles d'entre nous. Pourquoi? Comment politiquement, socialement, c'est pas encore organisé au niveau de nos sociétés, au niveau de la France, de l'Europe ou plus loin encore, pour empêcher ça? Donc tu sais, donc là il y a un début de réflexion sur tout ça. Alors nous on est en train de dire il faut interdire les mineurs d'y accéder. Il faudrait surtout enfin forcer. Mais surtout qu'ils arriveront toujours à trouver un biais. Enfin moi je veux changer l'ordre de mon contrôle parental pour aller sur Internet. Ils vont réussir à le contourner. Donc le truc c'est il faut forcer ces grands groupes à mettre de la modération. Pour limiter ça. Sauf que la modération, ça a un coût. Quelle a été la première décision de Musk quand il a racheté Twitter? Quelle a été sa première décision? Il a viré les modos. Parce que c'était des humains qui coûtaient de l'argent. Donc il a viré plein de gens. Et le premier service qu'il a écrémé, c'est les modérateurs. Et Twitter, qui avait déjà un problème de modération, est devenu X, qui a encore plus le Far West. Il faut obliger ces grands groupes. Après, ces gens ont voulu investir de l'argent sur ces outils de communication. OK, vous avez pris cette place gigantesque de notre vie, maintenant vous avez une responsabilité. Et c'est là où le politique, qui n'est pas un gros mot, le politique il a son rôle à jouer. Le politique il doit dire à ces grands groupes, il doit les obliger à nous respecter. Ils ont voulu prendre cette responsabilité, et il faut l'assumer cette responsabilité, et il faut qu'ils assument une modération de qualité. Il y a aussi, parce que moi je trouve que c'est un peu dur de faire parce que Twitter c'était la première fois moi que je voyais une plateforme à laquelle j'étais profondément attachée, mourir en fait. Se dégrader. Il y a eu Vine à une époque. Mais est-ce que ça ne fait pas partie d'Internet aussi de dire au revoir à des plateformes? Les Skyblog par exemple. Raison. Moi je pense que X est de moins en moins utilisé en France, les chiffres sont là. Il y a le nombre d'utilisateurs de X baisse en France. Moi je vois plein d'amis qui n'y sont plus et qui vont sur d'autres plateformes. Et oui, une plateforme c'est mortel. Alors, à titre personnel, je m'inquiète beaucoup de Twitch. Que Twitch appartient à une entreprise. Twitch n'est pas rentable, par exemple. Amazon perd de l'argent avec Twitch. Moi, j'ai très peur du jour où Amazon décidera de fermer Twitch ou éventuellement de vendre Twitch. J'espère que ça n'arrivera jamais parce qu'en fait, cet outil, il est incroyable. Alors, oui, il y a d'autres plateformes où on peut faire du live, mais Twitch, c'est vraiment la plateforme du live. Et j'espère que ça n'arrivera pas. Mais oui, tu as raison. Mais la nature trouve toujours sa place. C'est-à-dire que les gens qui veulent créer un certain contenu trouveront toujours la plateforme pour le faire. Si demain... Twitch disparaît, je touche du bois, j'espère que ça n'arrivera pas, on trouvera d'autres manières de nous exprimer, quoi. C'est quoi le projet le plus fou, quasi le plus infaisable que tu aimerais réaliser en ligne? Faire d'autres enfants. D'autres enfants en ligne? Ah non, en ligne, non. J'ai dit en ligne. En ligne, merde. Ouais. Parce que quand même bizarre. Ah non, en ligne, non, ça veut dire. Faire d'autres enfants, par contre, tu m'as regardé avec un regard hyper intense, très bizarre. Donc, non. Là, c'est une annonce pour ton épouse, en fait. En fait, moi, je trouve que c'est le truc le plus dingue et le plus fou qu'on puisse faire dans une vie, c'est faire des enfants. C'est le truc le plus. Tu peux en faire avec l'IA maintenant. Tu peux acheter un reborn, si tu veux. Tu sais, les bébés ultra réalistes. Ah non, je voudrais bien avoir... en ligne, Sam. Le plus fou et mes zinzins, quoi. Me servir des plateformes et d'Internet pour accompagner ma candidature à la présidentielle de 2027. Eh bien, on va en parler de cette candidature, justement, Samuel Etienne. 2025, c'était beaucoup trop tôt. Ma communauté, dans sa grande sagesse, sait que c'est en 2026 qu'on doit lancer cette campagne. Et donc, en 2026, si on a la chance d'être réinvité au The Event, on remet ce Donation Goal, et là, on y va. Et là, en quelques semaines, en quelques mois, on saisit la France. Ne l'invitez pas. Constance. Voilà. On va chercher. Tout est prévu, Constance. C'est un projet secret dont je te délivre tout. C'est quoi déjà t'as un slogan de campagne? La France Etienne. C'est hyper original. La France Etienne. C'est la mienne, c'est la tienne, la France Etienne. Bim. Les 500 signatures. Tu sais, pour la candidature. Oui, il faut avoir 500 signatures. On va les chercher. Dans les communes. Ouais. Dans les campagnes. Exactement. On demande à la commune d'aller dans les communes. Bim. Wow. Parce que, ouais, tu vois. Entre tradition et modernité. Les viewers, vous allez voir vos élus, vos conseillers généraux, les maires, et vous expliquez ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Pendant quelques mois, on co-construit le programme sur Twitch.
Le matin, on parle de l'actualité, et ben on va pas s'arrêter au constat. Ok, sur les retraites, les gars, ok, c'est la merde, qu'est-ce qu'on fait? Et on se penche sur les différentes solutions. Ok, sur la santé mentale des jeunes, on en parle tout le temps, mais on fait rien, qu'est-ce qu'on fait? Sur la dette, les intérêts de la dette, qu'est-ce qu'on fait? Et on va au-delà de l'actu et on essaie de trouver des solutions ensemble. Et on fait des votes, tu sais, grâce à l'outil de sondage, et on se met d'accord. Et donc on co-construit un programme présidentiel sur Twitch. On explique ça au maire, on prend les 500 signatures, on va avec ça en présidentielle, enfin en campagne. Et on brûle l'Élysée. Et on gagne. Non, et on gagne. Et j'ai même prévu l'après. C'est-à-dire après l'élection, ce que je fais. Qu'est-ce que tu vas faire? Je pense que j'ai pas un parti derrière moi. Donc c'est compliqué d'avoir des députés, si tu veux. Alors, ou je fais comme Macron et je lance un parti, après tout. Hein, je sais pas, les Samuelos. Ouais, très bien. Samuelitos, enfin je sais pas. Ou on crée un parti et on fait ce qu'a fait Macron et on dit aux Français, les gars, j'ai créé un parti, donnez à ce parti, donnez-moi le nombre de députés dont j'ai besoin pour mener le programme pour lequel vous m'avez élu, tu vois, un peu à l'ancienne, voilà. Donc on peut faire ça. Et puis, les Français votent, et ils votent pour les partis qu'ils souhaitent, les Samuelitos ou les autres, tu vois, LFI, le PC, le PS, LR, etc., ce qui reste de la Macronie. Je sais pas, en 2027, il y en aura peut-être encore quelques-uns. Et donc on fait ça. J'arrive, je vois l'état du Parlement, je prends mon programme, je vais voir les parlementaires, je leur dis, les gars, complètement barge. Ça vote ou ça vote pas? Là, sur ce sujet-là, vous voulez voter ou pas? Donc j'essaie de faire passer ce programme par le Parlement parce qu'il y a une légitimité parlementaire qu'il faut respecter. Tu vois, je veux pas devenir César, je veux pas devenir dictateur, tu vois. Donc je vais respecter cette légitimité des urnes des parlementaires. On essaye comme ça. Et si ça passe pas, qu'est-ce qu'on fait, Constance Villanova? Tout est prévu. Dis-moi, franchement, vas-y, j'ai mis une pièce dans la machine. C'est un grand référendum annuel. Ok. Tous les ans, un grand référendum avec 6 ou 7 questions sur 6 ou 7 réformes importantes qui étaient dans le programme, tu vois. Et on dit, sur ça, qu'est-ce qu'on fait? Oui, non. Sur ça, qu'est-ce qu'on fait? Oui, non. Référendum. Une fois par an, j'invite les Français à aller aux urnes et ils peuvent, pour que le moment démocratique, ce ne soit pas une fois tous les 5 ans au moment de la présidentielle, ce soit tous les ans, et ils me disent ce qu'ils pensent sur tel sujet. C'est super sérieux, moi je pensais que... Non. Et donc voilà, vous en voulez, on le fait, vous en voulez pas, on le fait pas. Eh bien justement Sam, je vais te demander... Qu'est-ce que t'en penses? Tu votes pour moi ou pas, Constance? Non, je voterai pour Cyril Hanouna, je pense parce qu'il va se présenter aussi. Mais arrête, mais il est pas top mon projet. Non mais si, il est super Sam. Mais en fait, t'es tellement ravagé... T'as vu ses pensées, hein? Que c'est possible que tu le fasses. Oui, puis je vais y aller. Non mais je peux plus. Justement, parlons-en. Qui tu nommerais en Premier ministre? Je peux te donner que des streamers et des streameuses. Vas-y, Premier ministre. Premier ministre, Zerator. Pourquoi? Parce que c'est un grand organisateur. Le gars, il organise des e-LAN, des e-events, il gère plein de gens, il a le sens des responsabilités, il est rigoureux, enfin, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Tu changeras pas tous les 6 mois de Premier ministre. Ça va voir. Okay. Ça, il faudrait qu'il fasse ses preuves. Oui, on est d'accord. Tu sais, le Premier ministre, c'est infusible. Hein. Si je vois que ma popularité commence à affaiblir... Du balai au piquet. Ministre de l'écologie. Je verrais bien une streameuse, je verrais bien Little Big Whale. Ok. Whale, baleine, ouais. Baleine, nature, écologie. En plus, elle habite dans le Jura, je crois. Parfait. Rien à voir. On décentralise. Éducation. Non, je voulais dire Clément Viktorovitch, mais lui, je le mets aux relations... Non Jean Massier, oui, relations avec le Parlement. Ouais, c'est déjà ce qu'il fait. En fait. Oui, justement. Ouais. Clément Viktorovitch à l'éducation. Ok, alors pourquoi? Un progressisme dans sa pensée, dans une capacité aussi d'ouverture, d'échange. C'est un sujet hyper sensible, il faut être en capacité d'écouter. C'est quelqu'un qui... Je sais pas, j'aime bien. Okay. Voilà. Ministre du sport. Il y a l'embarras du choix là. Domingo, PA. Pourquoi? Parce qu'il adore le sport. Voilà. Il est très maladroit, il se casse sans arrêt des trucs. Mais voilà, il organise plein de sujets. Il a quand même streamé à Roland-Garros, il a fait des trucs autour du basket, du foot. Donc c'est lui, quoi. Ouais. Il manque des meufs. Ministre du numérique. Déjà, tu me dis des meufs, justice, angle droit. Ah très bien. Ouais, oui, je crois qu'elle a étudié le droit. Donc, oui. Je sais que c'est un sujet important pour elle, déjà. Tu vois. Intérieur, donc tout ce qui est un peu sécu, la police. Ouais, là, il faut... Faut un peu de tendresse. Tu mettrais un peu de tendresse à l'intérieur? Ouais. J'irais pas sur la tendresse, j'irais plutôt sur l'efficacité. Allons sur un French Monster, un Gotaga. Pourquoi? Parce que il est très très fort sur les FPS. Donc tu vois, police,
tu vois, tout ça, et tout, il y aurait peut-être un truc avec, parce que pour diriger l'intérieur, il faut, tu vois, faut qu'on puisse s'entendre bien quand même avec les gens qui composent cet univers-là, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres ministères en fait? Parce que là. Bah ouais, culture. Ah bah culture. Bah étoile. Oui, bah oui. La nuit de la culture. Étoile, culture, ça, il ne pense qu'à ça, il est obsédé par la culture. Il est fou de culture. Il est fou de culture. Fou de culture. Il ne pense qu'à ça. C'est fou ça. C'est un obsédé. Ministre de la danse en fait. Non, ça c'est moi. Ça c'est toi. Ouais, je me prends ce Du coup, tu vas portefeuille. faire un clip de campagne. J'ai pas encore songé à ça, mais. Après Danser avec les stars, notre révélation. J'ai pas. Au clip de campagne. Je sais pas, j'ai vu le. Là, il y a. C'est quoi la musique? La musique de ta campagne? Moi, j'aime des vieux trucs. J'aime bien le rock avec les grosses guitares, tout ça et tout. Je sais pas si c'est pas un peu. AC/DC. Old de ça. Non, je sais pas. Là, mais tu sais, en fait, moi, je m'embête pas hein, sur tous ces aspects-là. Je demande à la commu. Hein. De toute façon, aujourd'hui, quand j'ai une question sur quoi que ce soit, je demande à la commu. Quel titre on donne à cette émission? Quel jeu vous voulez que je joue? Ouais, donc en fait, tu fais plus rien. Quoi. Tu me parlais de l'IA, j'ai pas besoin d'IA, moi je demande à la commu. C'est ton chat GPT C'est à mon toi. chat GPT à moi. Des Samuel Et là c'est pareil, je dis les gars, musique, on fait quoi? Et puis, donc du coup on choisit une musique ensemble, et après quand la musique sort et que sur internet c'est critiqué, ou que je dis mais c'est pas moi les gars, c'est la commu, hein, allez le voir. Hein. Tu vois? Ok. Une autre mesure, première mesure que tu appliquerais? Première mesure? Ouais. Dépénalisation du cannabis. Et allez, direction Legalize. Zion. Ouais, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a trop de moyens policiers et judiciaires qui sont mis sur la question. Non, mais là, t'es en train de... En fait, tu fais de la démagogie. Non, c'est vrai. Vous êtes un démago, Non, attends, monsieur Etienne. Non, nos voisins allemands l'ont Monsieur fait. Etienne. Les Allemands l'ont fait, là. Ils font l'expérimentation dans les Länder. Hop, on dépénalise. On enlève les moyens de la police et de la justice sur ce sujet-là. Comme ça, on les met ailleurs, tu vois. On fait une régie d'État qui contrôle, encadre le commerce du cannabis. Paf, une petite taxe là-dessus. Comme ça, le produit que tu files au consommateur, il est de qualité. Tu prends des sous là-dessus. Ça réduit le déficit budgétaire. Tout le monde, il est content. Bon, bah, votez Etienne. Voilà. You want to La France legalize? Etienne. Vote for me. Sam, est-ce que tu peux nous dire quelque chose que tu n'as jamais révélé dans aucune interview? Comme ça. Ouais. Un truc que j'ai jamais dit. Ouais. Ça reste entre nous? Bien sûr. Un jour, je rentre dans une banque. Et je m'approche du guichet. Et je ne sais pas pourquoi. Il n'y a personne au guichet. Le guichet est accessible. Et il y a